Table ronde, rencontre Ever 2021. Écologie, économie et 1000 solutions. Modéré par Jacques Buchet. Monseigneur, Madame, Monsieur les conseillers de gouvernement, ministres, Excellences, Madame la députée, Madame et Messieurs les maires ou présidents de PCI, bienvenue à Ever pour cette fin de matinée. Et qui comportera 2 volets, la signature d'une convention d'un mémorandum d'accord entre BIMED et un certain nombre d'établissements publics de coopération intercommunale. Et tout d'abord, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Bertrand Piccard, avec laquelle, vous savez, Monaco a des liens tout particuliers, puisque Monaco avait notamment accueilli le centre de contrôle de son expédition Solar Impulse il y a déjà quelques années. Et Bertrand Piccard vient aujourd'hui nous présenter ce qu'il a engagé il y a plusieurs années maintenant, qui sont les 1000 solutions pour la planète, des solutions simples pour améliorer la situation et notamment s'engager de façon plus concrète dans une mobilité décarbonée. Alors, avant que je ne lui passe la parole, je crois qu'il y a une petite vidéo qu'il faut lancer. Voilà. Explorers have invented the future by going beyond the frontiers of certainties. They have broken the rules, challenging common assumptions to discover new solutions. Today, solving the environmental crisis seems out of reach. We need the same pioneering spirit that has in the past allowed mankind to achieve the impossible. This is how we will find the solutions to change the world. Bertrand Piccard, the visionary behind Solar Impulse, wanted to demonstrate the incredible potential of renewable energies and clean technologies. Solar Impulse was built to carry this message around the world. Hello, Solar Pulse. Hello, Captain Picard. I am inspired by your pioneering spirit. You know, Mr. Secretary General, if an airplane like Solar Pulse can fly day and night without fuel, the world, of course, can be much cleaner. Developed by startups and corporates, these solutions reduce pollution and improve efficiency in the fields of water, energy, construction, mobility, industry, and agriculture for a better quality of life. Assessed by independent experts and labeled by the Solar Impulse Foundation, they represent the market opportunity of the century, generating jobs and clean growth. In the near future, Bertrand Piccard will travel around the world again to present this unique selection of solutions with one goal: encourage governments, businesses, and institutions to go beyond compromise and set more ambitious environmental targets and energy policies. Here again, the spirit of exploration has a role to play in achieving what many people still consider impossible. And you can be a part of it.
Monseigneur, cher Albert, Excellences, Mesdames et Messieurs, avec le soutien de la Fondation Prince Albert II de Monaco, avec le centre de contrôle mission de Solar Impulse qui était à Monaco pendant tout le tour du monde, c'est normal que le tour du monde des solutions, comme présenté dans ce film, commence ici à Monaco, puisque le but est de montrer au gouvernement, aux chefs d'État, aux autorités publiques, aux entreprises, ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de réconciliation entre l'écologie et l'économie. Alors, d'où est partie cette idée? C'est vrai que Solar Impulse, c'était le côté symbolique qui montrait qu'il n'y avait en fait aucune limite à l'utilisation des technologies propres et des énergies renouvelables. Si on peut faire quelque chose d'impossible, comme de voler autour du monde sans carburant, c'est clair qu'on peut le faire dans tous les autres domaines de la vie publique. Mais il fallait le prouver. Et comment est-ce qu'on allait le prouver? En fait, je vais vous dire, il y a eu un moment déclenchant pour moi qui a été pratiquement une révélation. J'étais en train de traverser une partie du Pacifique entre Hawaï et la Californie. C'était mon plus long vol, c'était 3 jours, 3 nuits de vol. J'étais là à regarder le soleil qui me donnait toute l'énergie qu'il me fallait pour voler jour et nuit. Je pouvais voler perpétuellement, je n'avais pas besoin d'atterrir. Et mes hélices à côté de moi tournaient très doucement. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de carburant. Et je vous promets, à un moment donné, j'ai dû me pincer en me disant « mais je suis déjà dans le futur, c'est un film de science-fiction, c'est irréel ». Et en fait, j'ai pris conscience que ce n'était pas irréel du tout, c'était ce que les technologies d'aujourd'hui nous permettent de faire aujourd'hui. Et c'est là que j'ai pris conscience à quel point c'était le reste du monde qui était dans le passé. Ce n'est pas moi qui étais dans le futur. Moi, j'étais dans le présent. Mais le reste du monde était complètement bloqué dans le passé, avec des moteurs à combustion qui ont 27% de rendement au mieux. C'est-à-dire que 3/4 de l'énergie qu'on met dans le réservoir est perdue, avec des maisons mal isolées, des systèmes de chauffage, d'éclairage, de climatisation inefficients, avec des systèmes de production de nourriture qui nous font perdre la moitié de la nourriture, des vieux processus industriels, des manières polluantes et coûteuses de faire de l'électricité, du mouvement ou de la chaleur avec des énergies fossiles qu'on brûle. Alors, on brandit notre smartphone moderne pour dire « hey, regardez, je suis moderne ». Mais tout le reste a été inventé au début de l'ère pétrolière et on l'utilise encore aujourd'hui. Donc, si on parle de protection de l'environnement, bien sûr qu'il y a un excès dans certains comportements, bien sûr qu'il y a des excès dans certaines consommations, mais le plus grand excès, c'est le fait qu'on utilise des technologies archaïques alors qu'on pourrait utiliser des technologies modernes. Alors imaginons qu'on transforme, qu'on remplace tout ce qui pollue par ce qui protège l'environnement, qu'on modernise toutes les infrastructures. Est-ce que ce serait rentable ou est-ce que ce serait un coût tellement énorme que notre monde ne pourrait pas se l'offrir? Eh bien, c'est ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu découvrir, ce que j'ai voulu prouver en lançant ce challenge des 1000 solutions il y a 4 ans et demi. Je crois que la première fois que j'en ai parlé, c'était ici, à la fête du succès de Solar Impulse. Alors, nous avons lancé avec la Fondation Solar Impulse cette recherche de solutions, des techniques, des processus, des systèmes, des appareils, des matériaux, des produits qui devaient être existants aujourd'hui. Donc pas des vagues idées pour le futur. Existants aujourd'hui, financièrement rentables pour ceux qui les produisent et pour ceux qui les utilisent, et capables de protéger l'environnement. Alors, comme dans tout projet un peu original, il y a un moment passionnant, c'est celui où tout le monde vous dit que c'est impossible. Bon, là, ils sont mal tombés, parce qu'avec tout ce qu'on avait déjà fait, c'est vrai qu'on n'écoute plus vraiment ça. Puis quelques personnes bien intentionnées m'ont dit « Oui, non, c'est bien, mais tu verras, tu n'en trouveras pas plus que 300, parce qu'il n'y a pas plus que 300 problèmes. » J'ai dit « Écoutez, on va voir. » Alors au début, ce n'était pas très facile, parce qu'il fallait motiver des startups à soumettre des dossiers pour mettre un label qui n'existait pas encore dans une fondation qui avait fait un tour du monde en avion solaire et qui n'avait pas encore de crédibilité pour labelliser des startups. Puis peu à peu, ça a marché. Je crois que l'esprit a plu. On a une courbe exponentielle de dossiers soumis.
une courbe exponentielle d'experts qui sont venus nous aider, de partenaires qui ont financé l'opération parce que c'est à but non lucratif, et un groupe de 350 à 420 experts, suivant les moments, à labelliser ces produits qui nous étaient soumis par les startups, avec un taux de réussite d'à peu près 50%. Une partie était trop précoce, d'autres n'étaient pas rentables, d'autres ne protégeaient pas suffisamment l'environnement sur leur cycle de vie. Mais nous sommes arrivés de 13 avril à la 1000e solution. Donc maintenant, on ne dit plus 1000 solutions, on dit 1000 plus solutions, parce qu'il y a de nouvelles solutions qui arrivent. Il y a encore une croissance exponentielle depuis qu'on a annoncé que nous avions atteint notre but. Et nous continuons à recueillir toutes ces solutions dans les domaines de l'eau, de la mobilité, bien sûr, raison particulière pour être ici, des constructions, de l'industrie, de l'énergie, de l'agriculture. Et quel est le point commun? Enfin, les points communs. Un point commun, c'est la passion des innovateurs qui ont créé ces solutions, dans des startups ou parfois des laboratoires de recherche de grandes entreprises, parce qu'on a aussi des grandes entreprises qui amènent ce type de solutions. Donc une passion humaine. Et puis une recherche d'efficience. Tout ce que nous avons labellisé permet d'être plus efficient, c'est-à-dire de diminuer les pertes, de baisser le gaspillage, de réduire en fait la quantité de ressources à utiliser pour obtenir un résultat maximum. C'est ça l'efficience. Et c'est là qu'on est en rupture totale par rapport à notre manière de fonctionner aujourd'hui. Aujourd'hui, le PIB, qu'on le mette au nu ou qu'on le voue aux gémonies, le PIB, c'est quand même ce qu'on garde comme indicateur. Mais pour l'instant, le PIB est couplé à la consommation. Il faut consommer, produire, jeter pour que le PIB augmente. Nous partons maintenant d'une autre hypothèse, c'est qu'on peut coupler le PIB à l'efficience. C'est-à-dire que moins on consomme, moins on produit, plus on peut gagner, parce que l'efficience devient le nouveau produit, le nouveau marché à développer. Alors, dans les solutions qui ont été labellisées, il y a des choses qui sont tellement logiques qu'on se demande pourquoi il a fallu attendre 200 ans depuis le début de l'ère industrielle pour les obtenir. Une start-up française, Ecotech Ceram, qui est une des premières entreprises que nous avons labellisées, qui a développé un système qui récupère la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur qui est perdue par les usines, de manière à la stocker et la réinjecter dans le système énergétique de l'usine. Ça fait 200 ans que les cheminées ne perdent pas que de la fumée, elles perdent de la chaleur. C'est quand même logique de récupérer cette chaleur et de l'utiliser. C'est un débouché économique pour une entreprise qui va créer des emplois. C'est une source d'économie financière pour l'usine qui utilise le système et par conséquent également un win-win-win avec l'environnement. Tout est comme ça. La récupération de méthane dans les décharges publiques. Ça fait des dizaines d'années que les décharges publiques émettent du méthane qui fait 28 fois plus de problèmes en termes de changement climatique que le CO2. Récupérer le méthane pour le transformer en énergie, c'est enlever un déchet nuisible pour en faire quelque chose d'utile. Des start-up, mais aussi des grandes entreprises. Schlumberger, spécialisé dans le forage pétrolier, qui se diversifie maintenant dans le forage géothermique pour mettre des pompes à chaleur dans les immeubles. Ce n'est pas des forages à 3000 mètres de profondeur, c'est des forages à 200 mètres qui peuvent être faits sur des places de parking. Monaco, idéal. Devant chaque immeuble, vous pouvez planter quelques sondes géothermiques et transformer les chauffages pour les mettre en pompe à chaleur. Dans toutes les villes, vous pouvez faire ça. En fait, il y a une révolution potentielle qui est impressionnante parce qu'aujourd'hui, on peut prouver que si on remplace tout ce qui pollue par ce qui protège l'environnement, on crée plus d'emplois et on fait plus de profits qu'en continuant avec les vieux systèmes archaïques. C'est le marché industriel du siècle. Alors pour qu'il se développe, ce marché industriel, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien sûr que toutes ces solutions soient connues. Les 1000 que nous avons labellisées, plus toutes celles qui vont venir après, plus toutes celles qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas labellisées et qui sont extraordinaires à tous les coins du monde, il faut que ce soit connu, parce qu'aujourd'hui, les gens ne le savent pas.
Vous parlez à des gouvernements, à des marchés publics, à des entreprises, ils ne savent pas ce qui existe. Donc il faut le faire connaître. Mais ça ne suffit pas de le faire connaître parce que les comportements évoluent plus lentement que les technologies. Ce qui veut dire que vous avez encore des vieilles habitudes du passé qui font croire que c'est plus simple de garder ce qu'on avait toujours plutôt que de prendre la peine de changer, même si c'est rentable. Et c'est là que les gouvernements entrent en jeu. À l'échelle nationale, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une région. On a un partenariat avec la région Grand Est et avec Île-de-France. On a un partenariat avec l'Écosse également. On voit qu'à ce niveau-là, il faut que les réglementations évoluent. Alors là, dès qu'on dit réglementation, on sent des frissons dans la salle chaque fois parce qu'on dit « Ouh là là, pas plus de réglementation, pas plus d'interdiction ». Mais une réglementation, ce n'est pas forcément une interdiction, ça peut être une permission. Il y a énormément de choses. On a fait des sondages avec les innovateurs en France sur tous les obstacles réglementaires à la mise en place de leur système. J'en parlais encore tout à l'heure avec l'entreprise qui fait du rétrofit de voitures à combustion pour les mettre en voitures électriques. Il faut réhomologuer les voitures, recertifier les voitures. Il y a un système qui s'appelle anti-smog qui pourrait être mis sur tous les moteurs thermiques en attendant qu'ils soient rétrofités ou passés en électrique, qui permet d'enlever 80% des particules toxiques et baisser de 20% la consommation de carburant. Start-up française, anti-smog. Ça devrait être obligatoire partout. Eh bien, pour l'instant, il faut recertifier le moteur et les constructeurs retirent leur garantie d'usine. Ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Donc, ils sont un petit peu vexés que ce soit une start-up qui a inventé ça et qui veulent commercialiser le système. On voit que autoriser ces nouvelles technologies est parfois beaucoup plus important que n'importe quelle interdiction. Donc, on voit qu'il ne faut pas plus de réglementation, il faut moderniser les réglementations qui maintenant sont basées sur les technologies d'il y a 50 ou 100 ans, alors qu'elles pourraient être basées sur les technologies d'aujourd'hui. Et puis, il y a un autre obstacle. Mais cet obstacle-là, je ne le connaissais pas avant d'annoncer les 1000 solutions. Je m'attendais quand même à beaucoup de questions un peu sceptiques du monde économique et industriel, et non, pas du tout, ils sont enthousiastes. Puis je m'attendais à un enthousiasme de certains mouvements écologistes qui ont été beaucoup plus sceptiques que je croyais, qui me disent il ne faut pas réduire la consommation des voitures, il faut interdire les voitures. Il ne faut pas faire croire qu'il y a des solutions alors qu'il n'y a que des problèmes. Et là, je vois qu'il y a encore beaucoup de travail pour réconcilier écologie et économie, parce que c'était mon but en lançant ces 1000 solutions. Alors, je dirais écologie et économie, je pense que c'est réconcilié. Maintenant, ce qu'il faut, c'est réconcilier écologistes et économistes et montrer qu'aujourd'hui, il y a effectivement des comportements à changer. Il y a effectivement des excès dans certains domaines de consommation. Mais parler de décroissance économique, je maintiens que c'est dangereux et je maintiens qu'une décroissance économique fera probablement beaucoup plus souffrir la population que les changements climatiques. Parce que ce sera un chaos social catastrophique. Par contre, décroître l'inefficience, décroître le gaspillage, décroître la démesure mégalomane de l'humanité dans son rôle de prédateur face à la nature, oui, complètement. Mais là, on peut le faire en grande partie avec des nouvelles technologies, avec des nouveaux systèmes, avec des nouvelles réponses, avec des nouvelles solutions. Donc, nous allons refaire un tour du monde, le tour du monde des solutions, comme vous l'avez vu dans ce petit film, où il s'agira d'amener toutes ces solutions technologiques dans tous les pays, à tous les gouvernements, à toutes les entreprises. Ce tour du monde commence ici avec mon ami Albert de Monaco et vous tous, et je suis très heureux. Sachez qu'on a toutes ces solutions en open source, elles sont sur le site de Solar Impulse, mais on va passer un stade plus loin. On va fabriquer un guide qui permet de poser des questions et d'obtenir des réponses. Et ensuite, ce qu'on appelle un clean print, et on pourra en faire un pour Monaco. Le clean print, ça va être le calcul de l'avantage environnemental et financier de l'application des solutions dans un territoire donné. Donc on peut le faire pour Nice, on peut le faire pour Monaco. On est en train de faire un démonstrateur comme ça pour l'Écosse.
de manière à savoir exactement dans tous les domaines, et on travaille pour ça avec Roland Berger, qui a mis au point un outil qui permet de définir tous les domaines dans lesquels on peut s'améliorer et quels changements il y aurait avec chaque solution implémentée dans chaque endroit. Donc, l'aventure continue. Ce n'est pas du tout un accomplissement d'avoir 1000 solutions, c'est que le début. C'est un petit peu comme quand on a fini la fabrication de l'avion avant de faire le tour du monde. Là, on a fini le portfolio des 1000 solutions et on va commencer le tour du monde. On part à Monaco, on reviendra à Monaco. Merci à tous. Merci Bertrand pour cet exposé si convaincant et merci de donner le départ de ce nouveau tour de monde de nouvelles solutions innovantes à partir de Monaco. Vous savez que Monaco est une terre d'innovation et que nous serons, nous en avons eu l'exemple avec Solar Impulse, toujours disponibles pour mettre en œuvre de nouvelles innovations. On va maintenant placer au deuxième volet de cette matinée et je vais demander à Lucille, qui l'attend, de venir présenter les signataires de l'accord que nous allons passer entre BIMED et les CPIC. Voilà. Bonjour à tous, Monseigneur, Messieurs, Mesdames les Présidents. Donc aujourd'hui, nous allons assister à la signature d'un mémorandum d'accord entre l'association Beyond Plastic Med et différents établissements publics de coopération intercommunale des littoraux français et corse et de Corse. Donc nous avons différents signataires. Donc Son Excellence Monsieur Bernard Fautrier, président de Beyond Plastic Med, Monsieur Christian Estrosi, maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur et président délégué de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur Jean-Claude Guibal, maire de Menton, président de la communauté d'agglomération de la Riviera française, Madame Valérie Bozzi, maire de Grosseto Prugna-Porticcio et présidente de la communauté de communes de la Piève, de l'Ornano et du Tavaro. Et puis, Monsieur Charles Voglimacci, adjoint au maire d'Ajaccio et conseiller communautaire délégué de la communauté d'agglomération du pays d'Ajaccio. Maintenant, je vais inviter son Excellence Monsieur Bernard Fautrier qui va vous dire quelques mots de bienvenue avant que l'ensemble des signataires prennent place à la table. Pardonnez-moi, encore moi. Donc la bienvenue à toutes et à tous, je l'ai faite tout à l'heure. Je voudrais simplement resituer la problématique. Je ne donnerai pas de détails sur la problématique des plastiques et notamment leur destination essentiellement maritime. De nombreuses études nous inclinent à penser que c'est à peu près entre 230 et 250 000 tonnes de plastique qui terminent tous les ans dans notre mer Méditerranée et la quasi-totalité de ces déchets, bien entendu, a une origine tellurique. Donc c'est un sujet particulièrement sensible. Il est sensible pour des raisons de pollution visuelle, que ce soit de la faune ou que ce soit de la flore. Il est sensible pour des questions sanitaires aussi, puisqu'au-delà de la pollution, ces plastiques sous forme de microplastiques passent dans la chaîne alimentaire et finissent dans les produits de la mer que nous consommons. C'est pour cela qu'il y a à peu près 4 ans maintenant, autour de la Fondation Prince Albert II, un certain nombre d'entités à vocation environnementale, la Fondation Tara Océan, Surfrider Foundation, la Fondation MAVA et l'UICN, se sont réunis pour créer cette initiative BIMED. Depuis 4 ans, BIMED s'est engagé tout autour de la Méditerranée à d'abord soutenir un certain nombre d'initiatives de la société civile, mais aussi de collectivités décentralisées, dans des projets, souvent des micro-projets, mais des projets concrets qui ont pour but d'améliorer la situation. À ce jour, c'est à peu près 70 projets qui ont été soutenus pour environ 1 100 000 €. Voilà. Ça, c'est l'aspect sensibilisation et action sur le terrain. Il y a un second volet que l'on a entrepris de défricher depuis environ 2 ans, qui est de sensibiliser aussi les milieux économiques au problème des matières plastiques et ainsi d'aider les entreprises à
migrer vers d'autres solutions que des solutions plastiques. C'est pour cela qu'on a créé un club d'entreprise qui fonctionne maintenant donc depuis un peu moins de 2 ans et qui fonctionne bien, qui regroupe aujourd'hui pratiquement une douzaine de groupes. Alors je ne les citerai pas, je ne veux pas faire de publicité, mais ce sont souvent des groupes multinationaux dans la distribution, dans l'hôtellerie, dans le commerce du luxe, dans les services publics. Et de ce point de vue, je crois que c'est une étape intéressante. Nous sommes appuyés par un comité scientifique et technique qui permet d'aider à trouver des solutions pertinentes. Et c'est, je pense, une orientation satisfaisante. Et puis, et c'est, je crois, un événement particulièrement important, cet événement, nous le devons tout particulièrement à la députée Valetta Hardisson, qui a été véritablement instrumentale et moteur de cet engagement des collectivités territoriales de la région PACA et de Corse à s'associer à cette action et à l'établissement de ce mémorandum d'action dont l'objet est de mettre en place des collaborations pour renforcer la réalisation d'objectifs communs, développer la complémentarité des interventions et puis créer une coopération scientifique et technique, soutenir des projets communs et promouvoir des activités qui pourraient favoriser, encore une fois, la diffusion des bonnes expériences et des bonnes pratiques. Voilà, j'en ai terminé avec ce propos introductif et je vous propose donc de rejoindre cette table pour que nous procédions à cette signature et je demanderai à vous, Monseigneur, et à Madame la députée de venir nous rejoindre et de parrainer en quelque sorte cette signature. Merci.